Ok, et ben bonjour à tous. Merci d'être venus à ce talk, à mon talk, qui s'intitule .NET de site à Jedi, une rédemption en devenir. Alors j'aurais pu mettre carrément même une rédemption en bonne voie, ou en tout cas bien entamée. Mais tout d'abord, un petit disclaimer. Vous pouvez peut-être le remarquer, mais je ne suis pas cette personne. Ça se voit, j'imagine. Cette personne, c'est Richard Campbell. C'est un gars qui est plutôt fort, qui pèse dans le milieu du .NET, on va dire, puisqu'avec son acolyte Carl Franklin, ils font un podcast hebdomadaire qui s'appelle .NET Rocks, sur évidemment le .NET et tout ce qui touche aux évolutions technologiques dans le framework .NET de Microsoft en général et un peu d'historique. C'est un podcast qui dure depuis 2002. Les mecs sont anciens, ils sont là depuis très longtemps. Et le gars est très fort. Il est également co-organisateur du Dev Intersection Conference, qui est une grosse conf avec plein de talks sur les nouveautés liées à Microsoft, les évolutions du framework, tout ce qui sort aux alentours des technos dans ce coin-là, on va dire. Et ce monsieur, lorsque j'ai fait mes recherches pour ce talk, quand j'ai essayé de rechercher un petit peu l'historique complet de .NET, je suis tombé sur quelques vidéos de lui, la même conf en boucle. Ok, je vais pas utiliser le Joy-Con puisqu'il fait de la merde. Quelques confs, du coup, la même conf en boucle, année après année, qu'il a répété plein de fois, et où, du coup... Allô? C'est tout pété. C'est tout pété, j'arrive. Je l'ai vexé, c'est pas grave, on va faire avec. Et où, du coup, il retrace un petit peu l'historique de .NET en repassant un petit peu par les étapes clés, pas seulement liées au framework, mais surtout liées aussi à Microsoft, aux versions de Windows, et toutes les évolutions qui sont passées. Donc ce monsieur, c'est vraiment le GOAT, il est très fort. Si jamais vous n'avez pas toutes les infos dont vous avez besoin pour, en ce qui concerne le .NET, vous pourrez aller checker ses vidéos, il est vraiment exceptionnel. Mais bon, comme je disais, moi je ne suis pas ce monsieur, ça c'est moi, à droite, juste ici. Donc ça c'est moi, on est en 96-97, je tire un peu la tronche. Il y a plusieurs raisons possibles au fait que je tire la tronche. Soit c'est parce que mon maquillage il est raté, ça c'est merci maman, c'est très cool. Il était super ce carnaval. Soit c'est parce que l'homme qui est à gauche, qui se trouve être mon frère, il me fout la misère sur Dragon Ball Z en boucle sur Super NES. Et donc du coup je me rends compte que finalement je l'aime pas trop ce gars-là, ça serait bien s'il pouvait ne pas être là. Ou alors tout simplement, comme je le disais, on est en 96, le .NET n'existe pas. Je suis triste, ma vie ne peut pas commencer sans le .NET. Qu'est-ce qu'on fait sans .NET? Donc qu'est-ce qu'on fait? On va raconter à peu près à partir de cette période-là, donc 96-97, la genèse du framework et également la genèse des problèmes qui sont liés au framework. Parce que ce framework .NET, il est venu pour répondre à plusieurs problèmes dont Microsoft se rend compte dans les années 90. C'est qu'ils sont nuls sur plusieurs sujets, sur 3 sujets. Et pour essayer de répondre aux 3 problématiques qu'ils font face, ils vont faire appel à 3 soon-to-be Jedi, des Padawans bon, qui ne sont pas tous super jeunes, mais ils ont besoin de faire leurs preuves en tout cas au sein de Microsoft. Donc on va retrouver Brian Harry qui va s'occuper du problème du runtime. Je vais rentrer en détail dans les 3 problèmes à chaque fois. Anders Hejlsberg qui va s'occuper du problème du langage chez Microsoft dans les années 90. Alors vous connaissez peut-être le mec du milieu, il est un peu connu après, il aime bien faire des langages, il a fait pas mal de trucs. Et le dernier, Scott Guthrie, du coup, qui va s'occuper du problème du web chez Microsoft. Ils ont un navigateur qui, à l'époque, et en tout cas majoritaire, est le seul sur le marché, Internet Explorer, qui est majoritaire, on va dire, sur un paquet de points. Mais ils ont des outils à chier pour faire du web, donc ils ont besoin de quelqu'un qui soit solide. On va parler du problème du runtime, du coup, dans un premier temps. Microsoft, dans les années 90, ils font plein d'évolutions sur Windows, et ils ont plein de runtime qui doivent implémenter ces nouvelles fonctionnalités, ces nouvelles features sur Windows.
Et le problème, c'est que c'est pas les mêmes équipes qui gèrent tous les runtime, le Visual Basic, le Visual C++, tous les langages sur lesquels on peut développer sur Windows. C'est pas les mêmes équipes qui gèrent ça, donc ils sont un peu embêtés, c'est un peu chiant. Et du coup, Microsoft demande au gars en question, à Brian Harry, de réfléchir à un runtime commun, une idée en tout cas d'un runtime commun qui serait plus pratique à implémenter pour les développeurs. Donc lui, je vais dire lui, mais en vrai, il y a des centaines de développeurs derrière. Donc lui et ses équipes, ils vont réfléchir à une CLI. Alors, CLI ici, c'est pas Command Line Interface, c'est pas vraiment ça. C'est pas non plus 151 en chiffres romains, c'est pas vraiment ça. Mais CLI ici, dans le contexte Microsoft, c'est Common Language Infrastructure. Cette infrastructure, elle se repose sur 4 grands piliers. On va retrouver le Virtual Execution System qui est en lien avec le Common Intermediate Language. En gros, c'est votre environnement virtuel qui va être capable d'interpréter le langage dans lequel votre code va être compilé, que C# il va être compilé en CIL et qui va être compris par le Virtual Execution System qui, lui, à son tour, va le bouffer et va le transformer en code machine. Donc ça, c'est les principes de base. Et du coup, pour Microsoft, on a une implémentation du Virtual Execution System qui se trouve être le Common Language Runtime. On a une même implémentation mono à côté, je vais revenir après là-dessus. Et du coup, au sein de Microsoft, on a plusieurs langages qui implémentent ce Common Intermediate Language. On a le C#, le VBNet et le Manage C++. Et à côté de ça, on va également retrouver les deux autres piliers qui sont le Common Type System et les métadonnées, qui sont juste là pour dire le Common Type System, il va être capable de répertorier tel bit mémoire, ça va correspondre à telle structure de données derrière sur mon code. Et mes métadonnées, elles sont là pour dire quels sont les décorateurs de mes méthodes, quels sont les décorateurs de mes classes, qu'est-ce que je peux mettre comme attribut sur mes méthodes, etc., sur mes propriétés, tout un tas de trucs pour décrire mon code et permettre de faire de la réflexion sur mon code. Et donc je vous ai mis un exemple juste derrière de code. Donc on a un code C# à côté à gauche qui est très simple et qui va être compilé en Common Intermediate Language. Donc ça, c'est ce qui est compris par votre Virtual Execution System qui va être bouffé, qui va être ingéré et qui va être ensuite transformé en code machine pour votre ordinateur. Voilà. Donc ça, c'est le problème du runtime, c'est plié. Brian Harry, c'est devenu un Jedi. Bravo à lui. On enchaîne tout de suite avec le problème du langage, avec ce monsieur, Anders Seidberg, qui est pareil, qui est plutôt solide. Travaillé chez Borland dans les années 90. Il a notamment travaillé sur un compilateur de Pascal, qui s'appelle Turbo Pascal. Donc le mec, son kiff, c'est de faire des langages, il aime bien ça, et il rejoint Microsoft dans les années 90, en 96 je crois. Et Microsoft lui demande, bah c'est bien, mais maintenant, on aimerait bien... Ils sont pas très forts à l'époque, Microsoft, pour avoir leur langage. Ils aiment bien prendre les langages existants, mettre une couche de peinture et dire « ça c'est bon, c'est Microsoft ». Et donc ils veulent faire pareil avec Java. Problème. En fait, Java, c'est Sun à l'époque qui se disent « mais votre implémentation de Java et de la JVM, là, ça respecte pas nos specs en fait, ça répond pas à ce qu'on veut, ça c'est de la merde, ça te dégage en fait. Fout un procès moi ». Donc ils se prennent un procès de Sun. Et Microsoft se dit, bah c'est pas grave, vas-y, bah les couilles, je vais faire mon propre langage de programmation, je vais faire le mien, voilà. Puisque tu veux pas me prêter ton Java, je vais le faire moi-même. Et donc Anders Eilsberg, il commence dès maintenant à bosser sur l'aspect de C#, qui deviendra ensuite l'aspect de C#. Alors à l'époque, ça s'appelait pas C#, ça s'appelait Cool, parce que c'était pour dire C-like Object Oriented Programming, enfin language. Du coup, ils n'ont pas gardé Cool pour des raisons seulement de trademark, mais j'aurais pu être aujourd'hui un développeur cool. Dommage, une occasion ratée. Donc voilà, Anders, il a créé le C#, bravo, il est trop fort. Et il reste le dernier problème, le problème du web. On a cette personne, du coup, Scott Guthrie, qui est ce petit crack de stagiaire, qui a fait son stage chez Microsoft. Et le mec était tellement fort que Microsoft, à la fin, lui a dit, bah écoute, tu finis ton stage, tu finis tout ce que tu as à faire, tu finis tes études, et tu viens chez nous, et tu vas bosser où tu veux. Tu demandes, on te signe, tu bosses dans n'importe quel truc que tu veux. Du coup, lui, il retient la leçon, il se dit, ok, bah moi je veux bosser sur la partie Xbox, parce que ça m'intéresse quand même, ça a l'air cool.
Bon, Microsoft lui dit non, parce qu'en fait, Microsoft, ça marche bien, ça serait bien si tu pouvais aller sur un truc où ça marche pas très bien et c'est la merde. On a besoin de quelqu'un qui, voilà, qui vienne renforcer des trucs où ça marche pas très bien. Bon, Scott Guthrie, il est un peu deg, mais il se dit bon bah tant pis, je vais quand même bosser chez Microsoft, c'est pas si mal, quoi. C'est pas si mal. On va se dire que on va se contenter d'un autre truc. Et donc il va bosser sur les bases de ce que vont devenir ASP.NET. Problème, les 3 Jedi que je vous ai montrés là, ils bossent un petit peu en parallèle. Ils peuvent pas trop se permettre d'attendre que l'un ait sorti un truc pour qu'il commence à bosser. Du coup, à l'époque, quand il bosse sur ASP.NET, bah, il le fait sur du Java. Ça n'est toujours pas très loin, mais quand la version finale d'ASP.NET est sortie, en tout cas la 1.0, c'était plus du Java, c'était bien du C# derrière. Voilà, on a nos 3 Jedi, on a nos 3 problèmes qui sont réglés. Donc en théorie, là, on devrait pouvoir avoir une première version du framework.NET. Incroyable. Donc en 2002, la première version, la 1.0 sort. Elle est un peu clunky, ça marche pas super bien, et bon, c'est pas forcément prod ready, mais au moins c'est là, il y a des bases solides pour avancer par la suite. Ce framework.NET, du coup, il répond à une spec ouverte par Microsoft, la CLI dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, maintenant, c'est un truc qui peut être implémenté ailleurs. Et pour ça, du coup, ils vont passer sur une phase d'expansion du framework pour essayer de le faire vivre et de le faire grandir maintenant que ce framework existe. Et pour ça, ça va passer par une petite tentative d'ouverture sur le monde extérieur avec ce monsieur, Miguel de Icaza, qui est assez connu, qui a une face un peu proéminente dans le monde de l'open source, puisqu'il va créer le projet Mono. Mono, à l'époque, du coup, c'est une implémentation du framework pour les environnements Linux et Mac. Voilà, donc c'est un truc qui vit à côté, qui ne suit pas nécessairement à 100% toutes les évolutions qui sont présentes dans le framework, mais au moins on a une implémentation disponible sur Linux. Donc ça c'est cool, parce que lui dans sa tête il se dit bah c'est bien, mais c'est un peu chiant quand même de bosser sur du .NET et de devoir avoir un truc Windows à côté, parce que c'est ça le problème de Microsoft dans ces années-là, dans les années on va dire 2000-2010, tout est lié à Windows. Tout, tout est lié à Windows. Toutes les technologies qui sortent, c'est des trucs hyper liés à Windows, intrinsèquement liés à Windows. Et donc c'est un petit peu un souci parce que Microsoft dans les années 2000, ils sortent pas que des dingueries. On va passer en revue vite fait quelques trucs qu'ils ont sortis qui n'étaient pas exceptionnels, qui n'ont pas super bien marché et pour lesquels ils sont encore un petit peu décriés aujourd'hui. Donc on a évidemment Windows Vista, qui est une version catastrophique de Windows, qui était bourré de bugs à la sortie, qui n'était pas prod ready, mais qu'il fallait absolument sortir, machin, tout ça. Donc on est en 2007 quand même, je me souvenais plus que c'était aussi tard, Vista, je crois que c'était un peu plus tôt que ça. Et du coup c'est claqué au sol, mais c'est pas grave, ils enchaînent avec une autre idée catastrophique. Et le problème c'est qu'à l'époque, ils ont all-in sur Silverlight, parce que c'était ce qui leur semblait être le truc. Peu de temps après, on a l'iPhone qui arrive, donc ils se disent, bah vas-y, il nous faut une réponse à l'iPhone, et bam, ils vont sortir les Windows Phone. Bon, j'entends des trucs dans l'audience, ça fait peur. J'en avais un professionnel, on va dire, mais j'en avais un aussi. C'est juste que là, ça fait beaucoup de trucs qui s'enchaînent et qui sont pas des bonnes idées. Et encore une fois, Windows Phone, c'est un truc intrinsèquement lié à Windows, et ils se disent, bah ok, c'est bien, on all-in sur Windows, on sort que des trucs pour Windows, et à côté de ça, bah, c'est ouvert à rien du tout. Voilà. Donc c'est un peu naze. Le 15 août 2012, ils ressortent encore une nouvelle version du framework. Donc j'ai pas passé en revue toutes les versions qui sont sorties, la 2.0, la 2.1, la 3.0, la 3.5. On s'en fiche un petit peu ici, c'est pas l'idée du talk de montrer toutes les évolutions au fil de l'eau. L'idée c'est d'avoir juste une petite timeline un petit peu des conneries qu'ils ont pu faire et de comment ils ont essayé de les récupérer par la suite. Donc le 15 août 2012, ils sortent une version 4.5 du .NET Framework, et ils sortent également Visual Studio 2012. Dans la lignée du coup de l'époque, je ne l'ai pas remis, mais la sortie de Windows 8 également, avec la version de l'OS qui était un peu similaire à ce qu'on avait sur le Windows Phone. Le truc avec les grosses tuiles dans tous les sens qui marchait pas très bien, qui était pas terrible. Voilà. Première version en tout cas, 8, la 8.1 a corrigé 2-3 petits trucs après, mais la 8.0 était catastrophique, et Visual Studio était, enfin le 2012 en tout cas, était un petit peu à l'image de cet OS.
Tout est gros, tout est fait pour que les papis de 80 puissent faire du dev parce que tout est facile, quoi. Donc pareil, encore une fois, pas une super bonne sortie de leur part. Et du coup, à l'époque, bah, moi, je commence le dev et j'ai jamais fait de .NET avant. Et du coup, je rejoins une petite structure avec seulement 3 développeurs alternants dedans, petite start-up, où je me dis, bah, du coup, je vais faire du .NET. Bon, en stage, on m'a fait faire du Python et du Django. Euh, Grand respect à Python et Django, mais c'était pas vraiment ça que je voulais faire à la base. En tout cas, c'était pas comme ça que je voulais découvrir le monde du dev au premier abord, donc j'étais un peu deg. Mais très vite, le stage s'est terminé, on m'a proposé un CDD et puis vite fait de passer en alternance derrière, ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai pu apprendre un vrai langage avec un vrai maître Jedi, qu'on va appeler Dédé pour les bienfaits de cette présentation. En vrai, il s'appelle Andrei, c'est un très bon ami à moi du coup maintenant. Mais voilà, il m'a montré toutes les ficelles de ce qu'on pouvait faire à l'époque en tout cas en .NET avec WPF, avec Visual Studio 2010. Et voilà, donc j'ai appris les bases de ce qu'il fallait pour faire du code pas dégueulasse. Ça, c'était cool. Et du coup, dans l'historique, le .NET Framework continue d'évoluer. Et notre bon vieux Miguel, qu'on retrouve ici, qui est toujours avec son projet Mono, qui a continué d'évoluer, il va intégrer un truc un peu plus grand que juste Mono. Il va transformer ça. Ça va devenir Xamarin. Et au lieu d'être juste ouvert sur une implémentation qui est disponible pour Linux et Mac, bah, on va dire, bah, vas-y, bah, maintenant on fait du mobile avec. On va faire de l'Android et de l'iOS. Donc ça devient Xamarin. Ça intègre complètement les features de Mono. Et par la même occasion, il va lancer .NET Foundation, qui est une espèce d'association qui va récupérer, qui va permettre en tout cas à tous les développeurs de faire de l'open source sur des trucs qui sont liés au .NET. Et on continue sur l'ouverture, parce qu'évidemment, il ne faut pas s'arrêter là. Peu de temps après, Microsoft annonce qu'il bosse sur .NET Core, une réécriture from scratch du framework, complètement open source. On commence à comprendre que voilà, ça y est, ça arrive, il s'ouvre un petit peu sur le monde, et ça, c'est chouette. Ils annoncent par la même occasion Visual Studio Code, parce que forcément, si on fait une version .NET Core, mais qu'on ne peut pas dev dessus, parce que l'IDE, ça reste Visual Studio et qu'on peut l'utiliser que sur Windows, on risque d'avoir des soucis. Mais ils comprennent que du coup, il faut sortir un éditeur qui permette de faire ça. Donc ils annoncent en tout cas Visual Studio Code, et c'est aujourd'hui un des éditeurs les plus populaires dans le monde. Également un autre truc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout était lié à Windows dans les années 2000, 2010, et ça leur a créé pas mal de tollés. Et bah, pour la même raison, en fait, Windows Azure marchait pas super bien. Ils décident de rebrand le truc et de dire bah maintenant c'est plus Windows Azure, on veut plus que ça soit lié à Windows, on veut plus que ça soit juste un environnement voilà, Windows. On va rappeler ça Microsoft Azure, c'est un produit à part, machin, qui permet de faire du cloud, autre chose. Mais ça reste quand même Microsoft. On a des gros sous pour acheter des grosses boîtes. Et donc ils rachètent en 2015 ou 2016, je ne sais plus, Xamarin pour 400 millions de dollars. Et ils rachètent juste après, pas très longtemps après, GitHub pour 7,5 milliards de dollars. Donc là, ça a fait un peu plus de bruit, parce qu'on est à une époque où Microsoft est encore pas mal décrié, et en tout cas a encore une réputation de méchant un petit peu dans l'histoire. Et donc racheter la plateforme sur laquelle il y a le plus de projets open source, tout de suite, ça fait grincer des dents. Mais en vrai, c'était un premier pas vers la rédemption, vers la lumière, puisque ils l'avaient annoncé, ils le sortent. La première version du framework .NET Core sort le 27 juin 2016, avec un nouveau runtime, un OS qui, du coup, enfin, qui peut tourner du coup sur Windows, sur Linux, sur Mac indépendamment, et qui reprend une majeure partie des fonctionnalités qu'on retrouve dans .NET 4.5. Donc là, on se dit, bon, bah c'est bon, maintenant, on a un framework .NET Core, ça part, quoi, on y va. Et du coup, maintenant, on se met dans la peau d'un développeur .NET qui se dit, bah, c'est bien, mais qu'est-ce que je dois utiliser? Moi, je crée un nouveau projet. Est-ce que maintenant, je dois le créer avec, en me disant, bah, j'utilise le framework .NET, puisque de toute façon, je code sous Windows, donc je m'en fous, en vrai, moi, de .NET Core, ça m'intéresse pas. Ou alors, est-ce que je passe sur .NET Core, comme ça, mon application, elle est valable partout, machin, tout ça. Microsoft se dit, attendez, on va répondre à votre question, vous inquiétez pas, mais pour ça, on va sortir un autre framework. Allez, c'est parti. Donc, ils ressortent une autre version
Once again, .NET Standard qui va simplifier les choses. Non, en vrai non, en vrai c'est chiant. Maintenant on se retrouve avec 3 versions différentes. C'est pas vraiment des versions, mais on se dit: «Ouais, OK, qu'est-ce que je dois prendre maintenant quand je dois dev? Est-ce que je dois retourner sur du Java? Je sais pas ce que je dois faire». Et en fait, .NET Standard, c'est pas vraiment un framework. C'est une lib qui regroupe, les fonctionnalités des autres frameworks de .NET, de machin, de .NET Core, de Xamarin, et cetera, et cetera, et cetera, pour reprendre juste un noyau solide de trucs qu'il y a en commun et qu'on puisse se baser là-dessus, du coup, pour faire nos devs. Donc ça simplifie vachement les choses parce que du coup, quand on va sur le truc de sélection de version de .NET, on peut se rendre compte, bah, si on choisit la version qu'on veut, ça nous montre le nombre d'API du framework .NET qui sont implémentés dans la version, et ça nous montre les versions compatibles et tout ce qu'on peut utiliser. C'est simple, non? C'est bien? En vrai? Non? Non, en vrai, non, c'est pas simple, et nous, on veut encore plus simple. Donc là, on est en 2020, enfin, on est en 2024, mais là, on est en 2020. Et Microsoft sort le .NET Framework 5. Ok. .NET Framework 5, et du coup, ils ont skip un petit peu les versions de .NET Core, ça fait 1, 1, 2, ça fait 2, 1, 2, 3 en gros. Et ils ont skip pour la suite. Ils se sont dit, bon, c'est trop compliqué d'avoir des versions de framework qui sont un petit peu dans tous les sens, avec des trucs qui sont compatibles seulement Windows, seulement Linux, machin. On va sortir une version qui est compatible partout, pour tout, pareil, sur toutes les versions, toutes les plateformes, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, si vous créez un projet, à partir de .NET 5, vous serez compatible partout. Donc ça fait plaisir. Let's go, merci Microsoft. Mais peut-être qu'on peut avoir encore un petit peu de simplicité. Bon, Xamarin, fin du support récemment, là, parce que, encore une fois, c'était un truc qui rapportait un petit peu de complexité dans le code. Et maintenant, on passe tous sur MAUI. MAUI qui veut dire multiplateforme Application UI, un truc comme ça, j'imagine. Et en gros, qui est là pour dire, bah, vous faites votre code, et on a une surcouche en dessous qui dit, on s'occupe. Tu s'inquiètes pas, on s'occupe. Donc ça, c'est vachement bien, c'est pratique. Donc là, on a un petit peu tout qui est simplifié, tout mon environnement, il est sain, et j'ai pas besoin de faire grand-chose. Et ça, c'est cool. Dernière nouveauté, sortie très récemment, .NET Aspire. Donc là, je vais passer par une petite démo, parce qu'en vrai, j'ai découvert ça hier. C'est incroyable. Et c'est un truc qui permet de faire de l'orchestration, d'avoir des gros dashboards dans ton appli, d'avoir ton appli qui est empaqueté dans un espèce de truc qui va pouvoir te faire des métriques sur tout ce que tu veux. Et évidemment, c'est environnement Microsoft et c'est Visual Studio, donc c'est 3 clics boutons pour créer le projet, donc ça c'est super. Donc c'est ce que je vais faire dès maintenant en vrai. On va lancer Visual Studio. Comme ça marche. Peut-être. Oui, voilà, comme ça marche. Donc on va lancer Visual Studio, on va créer un nouveau projet. Alors si vous avez jamais utilisé Visual Studio, c'est comme ça qu'on crée des projets en vrai. Ceux qui créent des projets par les lignes de commande, c'est des animaux. Je regarde François ici qui est en train de faire des trucs. Parce qu'en vrai, la console, elle n'a pas tout ça, tu vois, elle te propose des trucs. Donc là, si je cherche par exemple Aspire, il va me proposer tous les templates de projets qu'il a par défaut pour ce nouvel outil. Et je vais prendre la starter application qui va me créer une API web, un front, évidemment mon appli Aspire qui va englober tout ça, et des librairies de classe si je veux même, voilà, des trucs en plus, un cache Redis. Je choisis ce que je veux. Donc là, je lui mets une démo MaxRamp. C'est le nom de mon projet, voilà. Je lui dis qu'il veut utiliser HTTPS, je dis que je veux utiliser un cache Redis, et je veux même un projet de test parce que je fais du test. Je veux pas de test. Donc là, il va me créer mon projet. Et là, on va pouvoir voir qu'il y a plusieurs trucs. On a, comme je disais, un projet d'API, avec juste une bête route dedans, une minimal API, avec juste un get, un truc claqué, voilà, et on n'a pas besoin de plus. On va avoir une appli front en Blazor. Bon,
pas spécialement mon truc, mais voilà, ça se lance tout seul, donc j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. On a notre projet de test qui est là si on veut faire des tests d'API, donc ça c'est exceptionnel. Et on va avoir le service default qui va être juste le truc qui va register un petit peu tous les services qu'on a sélectionnés avant. Donc on va retrouver le truc de télémétrie, le truc de cache, on va avoir les metrics, on va avoir les traces, on va avoir tout un tas de trucs. Et du coup, on voit que Visual Studio nous a sélectionné par défaut ce projet-là pour se lancer de base, qui va, lui, à son tour, register quel projet je dois aller chercher, quel projet je dois aller lancer. Donc là, on voit qu'il va chercher le projet d'API, on voit qu'il va chercher également le projet web. Et donc quand je vais lancer mon appli, on va voir qu'il va se passer des choses exceptionnelles. Donc là, vous avez vu, j'ai fait 0 code, j'ai rien fait, j'ai cliqué sur 3 boutons. Et on vous a entendu ce qu'on dit, j'avoue, c'est rapide. Je m'attendais à ah ouais, tu lances Visual Studio, on va pouvoir aller prendre un café. Non, c'est bon, il y en a marre. Et donc là, ça nous lance en gros, ça c'est le projet Aspire qui est lancé, c'est le dashboard qui va contenir, qui va répertorier plusieurs trucs. Donc on a déjà juste un dashboard avec la liste des projets qu'il est capable de lancer. Donc on a un container avec un cache Redis qui est lancé en local sur ma machine. On a le projet d'API et le projet web front, classique en Blazor. Derrière ça, on a également un menu qui nous permet d'accéder à la console de chacun de ces projets. Donc si je vais dans API Service par exemple, typiquement, il n'y a pas grand-chose. Mais si je vais dans Web Frontend pour l'instant, il n'y a pas grand-chose et c'est normal parce que je n'ai pas encore accédé à mes applis. Je vais pouvoir également retrouver mes logs et mes traces. Aucune trace évidemment parce que je n'ai pas accédé à mon appli. Mais si je vais ici, paf, il me lance directement l'appli. Donc ça c'est cool. Ça c'est mon appli en Blazor du coup, avec juste les trucs qu'il a créés par défaut, un counter, on s'en fout. Ça c'est l'API que je retrouve du coup, qui est mon autre projet. Il appelle cette API-là, il affiche des infos, et c'est très bien. Paf. Si je retourne maintenant sur mon appli Aspire, je vais pouvoir voir dans la console du coup les journaux juste classiques de mon appli front, qui va pouvoir me dire j'ai accédé à telle page, etc. J'ai appelé telle API. Je vais pouvoir retrouver mes logs de mon API qui a été appelé, mes logs front qui me disent t'es allé sur telle route, etc., etc. Les traces pareil, et surtout les métriques également, qui on va pouvoir dire combien j'ai eu d'active request, il me met des graphiques, il me met des tables dans tous les sens, voilà. Et ça, du coup, tous ces trucs-là, c'est des composants natifs à Aspire qu'on peut utiliser comme on veut. Parce que là, vous voyez, dans le projet Aspire, j'ai rien. J'ai vraiment littéralement rien. On lui a juste décrit, je veux que tu me mettes ici dans ce fichier extension, je veux que tu me mettes les métriques, je veux que tu m'inclues ces trucs-là, ces trucs-là, ces trucs-là. Et ça, derrière lui, il va se débrouiller, en tout cas, pour se brancher sur les composants existants qu'il a dans sa lib, pour pouvoir afficher tout ce qu'il veut. Voilà, .NET Aspire, j'ai découvert ça hier, et j'ai un peu l'impression de vouloir le mettre partout maintenant, et que j'aurais pas le choix que de faire des projets avec ça, parce que c'est the place to be, en fait. Donc je suis un peu triste de l'avoir découvert que hier, mais c'est pas grave. Non, mais après, t'es pas obligé de faire du Blazor. Encore une fois, attention, t'es pas obligé de faire du Blazor. C'est juste que là, il me lance par défaut un projet en Blazor. Derrière, ça pourrait être une appli, une single app en React, ça serait pareil, tu vois, ça serait le même truc. Lui, tout ce qu'il veut savoir, c'est j'ai mon appli, j'ai mon projet qui représente une appli qui est ici, c'est tout. Donc t'es pas obligé de faire du Blazor, et ça, c'est chouette. Donc ça, c'était la petite démo pour Aspire. J'espère que vous avez aimé, parce que moi, j'ai bien aimé en tout cas. Donc là, on est en 2024. .NET sort des versions tous les mois de novembre de chaque année. Donc là, semaine prochaine, nouvelle version, .NET 9. Des grosses dingueries en prévision, évidemment, des fixes dans tous les sens, et toujours plus d'implémentation de trucs existants. J'ai pas creusé, mais il y a également de plus en plus d'intégration d'IA avec des projets, des templates de projets pour faire du machine learning. Mais là-dessus, je suis pas allé clairement parce que, au secours. Je vous ai mis en bonus, s'il reste un petit peu de temps, l'aspect C# et l'aspect de CLI, de Command Language Infrastructure. Ouais, il reste un peu de temps, mais ouais, je pense qu'on va pas déborder tant que ça, tant pis, ça va être un peu plus court. Il y a 700 pages de spec si vous voulez. Je pense on va pas le faire, mais si jamais vous savez pas quoi lire le soir pour vous endormir, eh ben vous pouvez vous taper l'aspect C#. Voilà. On a la même également pour la CLI qui représente juste du coup, qui est ce truc-là, qui est l'OpenSpec, qui a été implémenté par Mono, par machin, par truc.
etc., etc. Hein? Je le mettrai dans les ressources, vous pourrez bien évidemment les lire, parce que vous aurez que ça à faire. En vrai, j'étais un peu plus rapide que ce que je pensais, mais c'est pas grave, comme ça nous met pas dedans. Il me reste du temps pour les questions, voilà. Merci à vous de m'avoir écouté. Oui. Aspire, ce serait montré pour la Oui. partie front, c'est une intégration un peu native avec Blazor, ou bien ça propose des points d'API avec peut-être des frameworks, enfin, je pense que c'est Angular. Ouais, en gros, bah, c'est un peu la même question quand je disais tout à l'heure que tu n'es pas obligé de faire du Blazor. Derrière, lui, l'appli Aspire, elle a juste besoin d'avoir. Il faut quand même que ça soit un projet .NET derrière. Mais derrière, ça peut être une appli qui est encapsulée dans ton projet .NET, qui est une appli Angular ou une appli React. Il s'en fiche. Lui, il a juste besoin d'avoir le nom de l'appli, un endpoint, et puis c'est tout. Mais derrière, tu peux l'implémenter en ce que tu veux, du moment que c'est englobé dans une espèce d'appli web .NET. Oui, là-bas. N'hésite pas à répéter la question pour la capta. Moi j'ai vu un moment Mono passer, c'est le même Mono qui sert d'API pour tous les jeux, pour tous les moteurs de jeu, ou ça Alors, n'a plus rien à voir et c'est un autre Mono? le mono qu'on a vu passer tout à l'heure, c'est effectivement le même qui était partout un moment, parce que c'est sur celui-là qui a été basé ensuite tous les portages, notamment pour Unity, je pense à Unity. C'est parti également de Mono. Toutes ces implémentations du framework .NET derrière, elles sont passées par Mono. Aujourd'hui, Mono est clairement intégré, enfin avait été intégré à la base, enfin en 2014 dans Xamarin, et du coup après ça a été émergé dans Microsoft. Mais sinon, maintenant en tout cas, il n'y a qu'une seule version du framework. Et il n'y a plus besoin de cibler d'autres versions, machin, sauf pour la rétrocompatibilité sur des vieux projets. Mais en tout cas, quand tu es sur des nouveaux projets maintenant, tu n'as plus besoin de te poser la question de ah, je suis sur Linux, du coup je dois aller sur Mono, etc. Finito. Oui. Du coup, quand ils ont fait leur stratégie de développement, Microsoft, ils avaient deux versions en parallèle, Mono et .NET. Moi, je suis un vieux de la vieille, j'étais sur .NET 1.1, Code Behind, etc. Mono adoptait la même stratégie en Ouais. termes de développement. Du coup, ils ont dû faire deux forks, ils ont dû développer deux forks pour se rejoindre après sur Xamarin. Comment ils ont procédé? Parce que à un Alors, moment, tu t'engages dans une stratégie qui est quand même assez différente. .NET a pas mal évolué depuis. C'est pas évident à gérer deux branches comme ça. alors Se rejoindre. en gros, donc ils se sont pas rejoints à un moment donné. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais qu'ils ont réécrit from scratch quand ils ont annoncé .NET Core. Parce qu'ils sont vraiment repartis from scratch. Ils n'ont pas essayé de récupérer des bouts de ce qu'avait fait le .NET Framework jusqu'à 4.5, 4.7 et essayer de récupérer des bouts de ce qu'avait fait Mono Project de leur côté. Ils ont vraiment juste réécrit from scratch le .NET Core et voilà quoi. Le reste, on s'en fiche. Nouvelle équipe, ça bosse là-dessus et puis voilà. Merci. Merci à vous.